Bonjour à tous. Depuis l'Autriche, une pétition est apparue et tout l'écosystème open source français s'est mobilisé autour d'elle. Il s'agit d'appeler à développer un Linux européen. Alors on verra de quoi il s'agit exactement, quelle est la faisabilité d'un tel projet, quels seraient éventuellement les avantages. Ce sera notre grand sujet aujourd'hui à la une de Smartech. On restera dans ce monde du libre aussi pour découvrir avec un focus spécifique tout ce qui se passe autour du monde militaire et de la défense dans le libre, le logiciel et le matériel. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse aux recommandations de la Fédération française des télécoms pour la stratégie européenne. C'est tout de suite dans Smartech. La Fédération française des télécoms recommande certaines actions à mettre en place pour la stratégie numérique de l'Europe. On en parle tout de suite avec Nicolas Guérin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la FF Télécom. Alors, quelles sont les principales recommandations que vous faites pour cette Europe ? Alors déjà, il faut comprendre que ces recommandations s'appuient sur 3 documents, un livre blanc édité par Thierry Breton, un rapport de Enrico Letta et un rapport de Mario Draghi qui recommandent de revoir le cadre réglementaire en Europe des télécommunications, de renforcer un marché unique et puis de favoriser les investissements. 500 milliards d'investissements ont été réalisés ces dernières années en Europe dans le secteur des télécoms, dont 114 milliards d'euros en France. Singulièrement, il reste 200 milliards d'euros à investir. Et donc, notre première recommandation, c'est de permettre effectivement que ces investissements soient reconnus et qu'ils permettent aux opérateurs d'atteindre un équilibre économique satisfaisant. Et pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. D'abord, il faut rééquilibrer les relations entre les différents acteurs du numérique. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui investissent, qui emploient, qui font énormément d'efforts en faveur de l'environnement. Et puis, vous avez des acteurs de services, des grandes plateformes qui utilisent les réseaux, mais sans payer l'usage de ces réseaux. Sans payer, donc, sans compenser, entre guillemets, une partie des investissements qui sont réalisés par les opérateurs. Donc, la première chose qu'on demande, c'est un rééquilibrage, effectivement, du secteur. Et je pense qu'on est soutenu par le rapport Draghi et par le rapport Letta. Un rééquilibrage qui impose à ces acteurs de contribuer aux investissements qui sont nécessaires. Et c'est d'autant plus important. Mais pour l'instant, on n'a pas vu du tout de signe de décision, alors que ça fait quand même des années qu'on en parle, de ce partage des coûts sur les infrastructures, notamment en Europe. Alors, vous avez raison, le temps européen est malheureusement un peu long. Là, on a une nouvelle commission qui arrive et on met beaucoup d'espoir dans cette nouvelle commission pour que justement elle fasse bouger. On ne demande pas forcément une législation qui impose une contribution. Ce qu'on veut, c'est un cadre qui nous permette de discuter avec les grandes plateformes et si on n'arrive pas à discuter, un système d'arbitrage, de règlements différents qui permettrait effectivement de fixer la rémunération au juste niveau. Donc c'est vraiment ce premier objectif qu'on a, c'est aider, rééquilibrer et reconnaître la valeur des investissements que font les opérateurs partout en Europe et singulièrement en France. Je vous redis, 114 milliards mis en 10 ans dans les réseaux en France. Juste pour rester sur cette proposition, pardon de vous couper, mais il y a eu d'énormes investissements, vous l'avez dit, en particulier en France, du fait du plan France très haut débit. On arrive à la fin, alors il reste des difficultés, des complexités dont on a parlé ici aussi. Mais disons que ces investissements vont vraiment s'alléger dans les années à venir. Oui, ils vont s'alléger. Est-ce que c'est encore pertinent d'appeler justement à soutenir cet investissement dans les infrastructures alors qu'on est à la fin du plan France haut débit ? Alors, les investissements sont de différentes natures. Vous avez effectivement la pose de la fibre, donc le raccordement des foyers. Donc ça, on est en train de terminer le plan. On a un magnifique plan avec 92% de couverture en matière de fibre du territoire français, ce qui est unique en Europe. Donc cette partie-là, elle est faite. Il reste effectivement des investissements à faire. Souvent, le reste à faire est le plus cher aussi. Ce sont les derniers mètres à faire. Et notamment, il y a un certain nombre d'investissements, de travaux à faire dans les domaines privés. Il y a un dispositif qui est prévu en France, qui est inscrit au PLF, parce qu'on parle beaucoup de PLF en ce moment, qui est inscrit au PLF, qui affecte 16 millions d'euros, effectivement, à l'aide à nos concitoyens pour faire ces derniers mètres. Donc ça, c'est pas comparable quand même avec les 10 ans d'investissement précédents. C'est pas du tout comparable avec les 10 ans d'investissement, mais vous avez aussi, chaque année, les débits utilisés à cause de ces services, nécessitent des investissements. Il faut en permanence améliorer vos réseaux, qu'ils soient mobiles ou fixes, pour permettre d'absorber les nouveaux usages. Vous avez quelque chose qu'on appelle l'IA, qui arrive et qui va générer énormément de trafic. Quand vous vous amusez aujourd'hui à utiliser certains services d'IA sur votre mobile en posant une question X, Y, Z, tout le monde dit que ça va consommer énormément d'électricité, mais ça va consommer aussi énormément de bandes passantes. Et ça, il va falloir l'absorber. Est-ce qu'il est normal que l'écosystème de l'IA aujourd'hui ne contribue pas aux investissements qui vont être nécessaires dans les réseaux pour leur permettre
de continuer à proposer leurs services. Sans réseau de télécommunications, pas d'intelligence artificielle, pas d'Internet, pas de plateforme, pas de contenu, pas de télévision. Donc ce qu'on dit, et je le redis avec force, c'est tout le monde doit contribuer, on doit répartir la charge. Pour nous, il n'est pas question que ce soit le consommateur qui paye au final. On pourrait augmenter les prix à l'infini, mais on a une chance en France, c'est d'avoir les prix les plus bas d'Europe. Qu'est-ce qu'on veut ? Que ces gens qui ont des modèles économiques florissants contribuent raisonnablement. On parle de faire cher. Faire, c'est équitable. On leur demande une contribution équitable, ou alors on continue à mettre en danger l'économie des opérateurs, ou pire, on augmente les tarifs de manière sensible pour que le consommateur paye. Le choix de la FFT est assez clair. Tout le monde doit contribuer, et les grands acteurs de l'Internet, d'aujourd'hui et de demain, doivent aussi contribuer. Je vous laisse terminer, mais très rapidement sur les autres recommandations. Alors, il y en a énormément. Il y a des recommandations. Principales. Voilà. Alors, je vais aller très très vite, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est une simplification des règles du jeu. La réglementation de télécommunications a été instaurée dans les années 90 pour faire face à des sorties de monopole. Aujourd'hui, on a des systèmes très concurrentiels, donc on souhaite qu'effectivement, il y ait une simplification des règles qui facilite la vie à tous. Supprimer des règles. Il y a des règles inutiles aujourd'hui ? Oui, il y a des règles inutiles. C'est supprimer les règles et appliquer les mêmes règles à tous. Aujourd'hui, si vous regardez l'infrastructure et les services, les règles ne sont pas les mêmes. Prenons un exemple très concret. Vous avez un service Internet qui vous géolocalise. Ce n'est pas la même réglementation qui s'applique à ce service et à l'opérateur qui, lui, géocalise ses clients via le réseau. Ce qu'on demande, c'est juste aussi une équité. Oui. Les mêmes règles du jeu pour tous. Simplification aussi. Supprimer les règles qui ne servent à rien. Voilà, il y a un certain nombre de règles, effectivement, dont on peut se demander si elles sont utiles. Ne pas les complexifier. Là, on a en ce moment un débat sur un projet de loi simplification où on demande à ce que, par exemple, des choses aussi basiques que les permis de construire, les durées de permis de construire pour les infrastructures ne soient pas rallongées. C'est ce genre de choses qui peuvent paraître quand même assez élémentaires, assez simples, et qui sont très, très importantes pour les opérateurs. C'est simplifier leur vie. La dernière recommandation qu'on fait, qui est plutôt française, pour dire les choses, mais je le dis ici aussi, c'est la fiscalité. Oui. Aujourd'hui, vous avez une fiscalité en France qui est sectorielle, comme on dit. Ça veut dire qu'elle s'applique aux opérateurs de télécommunications. Elle représente 1,5 milliard d'euros prélevés sur les opérateurs par an. Alors, on est conscient, la situation budgétaire des collectivités, de l'État ne permettra pas de supprimer cette fiscalité. Mais ce qu'on demande à minima, c'est qu'elle n'augmente pas de manière exponentielle. Et peut-être une réallocation ? C'est ce que j'entends beaucoup, exactement. Moi, dans le secteur. Exactement, vous avez raison. C'est une réallocation. Pas forcément aux opérateurs, mais au moins à nos concitoyens, au moins aux communes qui ont le plus besoin numériques. Merci beaucoup, Nicolas Guérin. Je sais que vous en avez encore plein sous le pied, mais je vous réinviterai. On continuera cette conversation, puisque de toute façon, on attend encore des décisions, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française des télécoms. C'est l'heure de notre débat. On va parler open source avec un grand projet, en tout cas une grande pétition qui demande un grand projet européen à ce niveau. Une pétition a été lancée par un anonyme autrichien et qui a été largement reprise par l'écosystème open source en France. Il réclame le déploiement d'un système d'exploitation UE Linux, ce serait son nom, dans les administrations publiques de tous les États membres. Alors pour en parler, Ophélie Collot est avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste en géopolitique du numérique. À côté de vous, Stéphane Fermigier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Fondateur, PDG d'Abiliane et coprésident du Conseil national du logiciel libre. Alors, combien de signataires pour cette pétition à ce jour ? Alors, à ma connaissance, on en est autour de 2000. Oui. Moi, je pense que c'est pas le nombre de signatures qui va avoir un impact sur cette, qui va représenter l'impact réel de cette initiative. L'important, c'est qu'on en parle. On est aujourd'hui ici pour en parler. C'est des idées qui sont sur la table depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a eu des initiatives dans le monde, en Europe, en France. Certaines ont échoué, beaucoup ont réussi. Et je pense que cette personne a eu la bonne idée de mettre un sujet sur la table et de mettre aussi un cadre qui est le cadre européen. Oui. Si on parle en souveraineté numérique,
le cadre français est un petit peu limité. Il y a des sujets qui certainement doivent rester franco-français, mais il paraît à peu près certain que pour nous, une partie des enjeux ont leur cadre naturel en Europe et dans le cadre d'une coopération qui pourrait d'ailleurs être une coopération franco-allemande, puisque les Allemands ont des projets intéressants dans ce domaine. Alors, on va en parler plus en détail, mais donc, j'imagine, Stéphane, que vous l'avez signée, cette pétition ? Comme beaucoup d'autres. Ophélie ? Oui, aussi. Également, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. Oui. Pour quelles raisons ? C'est important. Alors c'est vrai que c'est pas une idée nouvelle, mais justement en fait, si on le répète aussi souvent depuis 20 ans, c'est parce que c'est vraiment un élément important et c'est le bon moment pour le faire. Parce qu'on est dans un contexte, technologique certes, mais géopolitique, qui fait que ces éléments-là, les socles en fait technologiques, ont une importance considérable. Il faut prendre en considération ces éléments-là. Donc on est dans un contexte favorable en fait pour faire aboutir enfin, j'ai envie de dire, pour convaincre, en tout cas. On est sensibiliser. Absolument. Alors plus que sensibiliser, je pense que là, on a les arguments vraiment pour convaincre, parce que je pense que ce soit dans la sphère politique ou médiatique, il y a quand même une prise de conscience que là, on a réellement, par les dépendances technologiques, certains risques de dépendance aussi politique et géopolitique, avec des rapports de force qui sont réels. Et je pense qu'ils étaient présents déjà, mais ils n'étaient pas forcément visibles, en fait. Et donc, le fait que les politiques et que les médias, en fait, prennent ce sujet, en parlent, ça peut, en effet, plutôt que sensibiliser, ça peut convaincre. Et c'est là la grande différence avec l'avant. Alors, ce serait quoi ce UE Linux exactement ? L'idée, c'est de développer un système d'exploitation qui serait vraiment souverain à l'Europe. Ça ressemblerait à quoi ? Ça partirait de quelle base ? Alors la pétition donne des détails, donne relativement peu de détails, mais je pense qu'en ayant réfléchi à ces sujets et encore une fois en regardant l'expérience d'initiatives similaires, l'idée, je pense que ce n'est certainement pas de développer une nouvelle distribution Linux. Pourtant, il lui donne un nom spécifique. Oui, alors pour moi, ça serait en partie une question de branding. Oui, le fait d'avoir un objet identifié, un objet technique qu'ensuite on va pouvoir présenter sur les plateaux télé, dans les médias, etc., avoir pratiquement l'équivalent d'un ruban à couper. On sait que les politiciens aiment bien les inaugurations, les discours, etc. C'est un sujet. Mais après, il y a des enjeux techniques. On ne recommence pas une nouvelle distribution Linux, mais il faudra peut-être un peu la customiser, j'imagine. Alors voilà, on est par contre dans la notion d'adaptation de distribution Linux. Ils sont des objets très très riches, qui ouvrent un champ des possibles absolument énorme. Mais au contraire, dans le cadre de l'administration, alors bien sûr, avec 27 pays, on a certainement des besoins qui sont assez divers. On a aussi certainement de nombreux métiers dans l'administration qui vont aussi avoir des besoins divers. Mais il y a déjà eu des études, que ce soit en France ou en Allemagne, qu'on pourrait citer, qui donnent les grands axes. Il y a une dizaine de grandes catégories de logiciels qu'il faut être capable de faire tourner sur un poste de travail, Linux ou autre, et donc bien sûr navigation web en premier, puisqu'on accède à la majorité des applications aujourd'hui par le web, la communication, un certain nombre d'applicatifs métiers, mais pour lesquels on va utiliser le navigateur web. Mais ça veut dire qu'il y aurait une sorte de labellisation conforme aux réglementations, par exemple, européennes. C'est ça dont on aurait besoin aujourd'hui ? Alors c'est un petit peu différent. Le nom, peu importe, c'est vraiment juste plus l'idée du marketing, du marketing, réellement. Techniquement, on sait comment faire. Donc les choses existent déjà. Après, il y a plusieurs scénarios possibles, mais techniquement, c'est pas le souci. Maintenant, le fait d'avoir des plateformes, des OS open source, d'avoir des environnements, des systèmes d'exploitation mobiles ou ordinateurs open source, ça permet en effet d'avoir le contrôle en fait sur l'architecture du produit technique, de l'objet technique, et donc évidemment, ça facilite aussi derrière l'appréhension par le juridique. Aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, c'est qu'on agit un peu comme les clients d'un SAV, en fait. On va toquer à la porte des grandes plateformes dont on est les clients, consommateurs, et on espère qu'ils vont nous écouter. Et puis, quand on n'est pas d'accord, éventuellement, on leur tape sur les doigts, on leur donne une amende. Mais on n'a pas du tout la maîtrise, en fait, de l'architecture des produits, et donc, du coup, on n'est pas content de la manière dont sont conçus les médias sociaux,
sociaux, de la manière dont ils polarisent, en fait, par exemple, sur le champ politique. On n'a pas non plus le contrôle sur les flux de données, où vont nos données, comment elles sont utilisées en seconde instance, etc., etc. Tout ça, en fait, est invisibilisé et le réglementaire, en fait, le juridique ne peut que agir, en fait, comme le client face à un SAV. Donc, en ayant la maîtrise sur le technique, sur la plateforme, en fait, et ça, on sait faire en Europe, c'est ça qui est assez magique, on n'en parle pas assez, mais on sait faire, eh bien, en fait, on peut réellement orienter aussi l'objet technique pour qu'il corresponde à ce qu'on veut et puis qu'il corresponde à nos valeurs européennes. C'est ça la troisième voie européenne. Parce qu'il y a quand même des logiciels qui sont cités, LibreOffice, Nextcloud, puis iOS, ou E/OS pour que tout le monde comprenne bien, de la fondation Murena. Donc il y a des logiciels qui sont cités. Qu'est-ce qu'on ferait à partir de ces briques logicielles? On les assemble, on s'en empare de quelle façon? Comment ça devient un projet presque de marché unique? Alors, ce sont des logiciels qui ils ont probablement été cités parce qu'ils sont d'origine européenne. Oui. Je pense que ça n'est pas les seuls et il n'y avait pas forcément besoin de citer nommément tel ou tel logiciel. Il est clair qu'il y a un foisonnement d'offres européennes et qu'il faut les mettre en avant et qu'il faut les développer et qu'ensuite il faut les connaît peut-être pas assez. Il faut les intégrer et qu'un tel projet aura certainement comme effet de mettre un coup de projecteur sur cette offre. Après, effectivement, d'un point de vue technique, il y a deux approches, c'est-à-dire que soit les administrations concernées font un cahier des charges ou en tout cas commencent à élaborer une feuille de route et puis ensuite des éditeurs, des communautés de développeurs, etc. On essaye de travailler tous ensemble pour implémenter ces idées et finalement peut-être même pas arriver à une seule distribution, mais plusieurs distributions qui seraient toutes labellisées EU Linux. Ce serait comme répondre à un appel d'offres, finalement, des administrations européennes. Dans tous les domaines, il y a une expression de besoin. Si on ne parle pas des besoins, si on ne parle pas aussi des contraintes de l'administration, ça va être difficile de faire un projet qui réponde réellement aux attentes. Moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'en France, on a déjà l'article 16 de la loi République numérique de 2016, donc il y a déjà maintenant 8 ans, qui parle de maîtrise, c'est le mot qu'a utilisé Ophélie, d'indépendance et de pérennité des systèmes d'information. Les administrations françaises ont l'obligation de garantir la maîtrise, l'indépendance et la pérennité de leur système d'information. En Europe, on a une stratégie logiciel libre 2020-2023. Alors là, il y a une petite interrogation. 2024, 2027, bon, pour l'instant, le document n'est pas écrit, mais on peut espérer qu'on soit toujours sur la lancée de la stratégie 2020-2023. Donc on sait que les institutions, qu'elles soient françaises, européennes, allemandes et dans d'autres pays, s'intéressent de très près à ces sujets, mais pour l'instant, personne n'a encore mis la pièce à part des collectivités territoriales, personne n'a encore mis la pièce dans le jukebox. Les administrations travaillent sur leur propre logiciel libre, d'ailleurs. Tout à fait, mais pas sur le poste de travail, puisque là, aujourd'hui, c'est vraiment de ça qu'on parle. Oui. Alors, justement, pourquoi jusqu'ici, tous ces projets que vous évoquez ont capoté ? Alors pour moi, je pense qu'il manque vraiment d'une approche plus ambitieuse. Je pense qu'il faut mettre les petits plats dans les grands, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a vraiment la nécessité de bâtir un plan de transition technologique, à mon sens, qui manque aujourd'hui de chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, aujourd'hui, dans la pétition, ce serait le chef d'orchestre européen. Mais avec ce chef d'orchestre européen, il faut évidemment qu'au niveau national, ça prenne le relais et que ce soit en cohérence. Et ensuite, il faut travailler, bien sûr, avec tous les acteurs techniques, pour le coup, que ce soit les communautés open source, ceux du logiciel libre, et les PME, bien sûr, le tissu économique. Et pour ça, en fait, je pense qu'il faut aussi... là, pour l'instant, la pétition, c'est beaucoup sur l'administration. Oui. C'est une première étape, mais ça peut être aussi un piège un petit peu de s'enfermer là-dedans. Voilà, parce qu'on sait très bien que quand on change des outils dans l'administration, c'est faire de la dentelle, ça peut être aussi complexe, donc c'est très bien de le faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est bien faire comprendre, et pour cela, il faut communiquer là-dessus, que c'est un plan stratégique socle pour la société. Donc l'administration, il faudrait s'attaquer aussi un petit peu au domaine de la santé, là-dessus, et de l'éducation. À partir du moment où, par exemple, on a les écoles et les universités qui bâtissent sur de l'open source, on a une habituation, en fait, aux usages sur ces logiciels-là. Ça donne, en fait, quoi ? In fine, des utilisateurs qui ont l'habitude de ces outils, qui sont déjà acculturés. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, et au-delà de cela, ce qui est quand même assez incroyable, et je n'irai pas forcément trop longtemps là-dessus néanmoins, c'est qu'en Europe, on a quand même un maillage de PME qui est déjà existant. Donc, bâtissons
réglementation sur ce maillage de PME. Mais ils ne le feront pas tout seuls parce que quand ils sont mis en concurrence, c'est un panier de crabes. Donc il faut en fait un chef d'orchestre qui travaille avec ses communautés et avec ses PME. Chef d'orchestre politique. Politique, mais qui permettent aussi de dire une chose simple. L'open source, pour autant, n'empêche pas de bâtir des modèles économiques. C'est pas parce qu'on va partir sur l'open source qu'on ne peut pas vendre des solutions. Il y a déjà beaucoup de PME qui fonctionnent sur des solutions open source. Par contre, la contrepartie, et je finis là-dessus, c'est qu'il faut aussi repenser au modèle de contribution à l'open source. Que ces entreprises utilisatrices, qui vont vendre de l'open source derrière, soient aussi des contributeurs. Et pour ça, c'est aussi aux politiques de bâtir aussi une stratégie sur la contribution à l'open source. Et d'ailleurs, dans la pétition, on évoque toutes les opportunités économiques aussi que ça représenterait d'avoir ce projet. Alors tout à fait, moi je peux être que d'accord avec ce que vient de dire Ophélie sur l'importance du tissu économique. Il y a des études économiques nombreuses, dont certaines que nous avons réalisées ou co-réalisées au CNLL, mais également des études qui viennent de la Commission européenne qui montrent un impact absolument énorme du logiciel libre. En termes d'emploi, en termes de création de valeur. Hein. Ouais. On parle de 10% du marché européen de l'informatique qui est le marché du logiciel libre. On parle de 95% des logiciels aujourd'hui qui contiennent du logiciel libre. Je voudrais réagir sur un point, c'est sur le fait que tous les projets jusqu'aujourd'hui auraient été des échecs. Ça n'est pas du tout le cas. Hein. En France, en tout cas, on n'a pas vu un grand projet européen jusqu'ici. Non, mais à différents niveaux, ouais. il y a des success stories indéniables. En France, on a la gendarmerie nationale qui, depuis 20 ans, hein, donc ce n'est pas un projet qui tout récent ou qui va et qui vient, ils équipent 100 000 utilisateurs, 100 000 gendarmes qui utilisent du bureau Linux et des logiciels libres. Alors on a aussi l'expérience de pays un peu totalitaires, malheureusement, mais qui, pour s'affranchir de la domination américaine, ont développé leurs propres outils, leurs propres distributions, qu'on parle de la Russie, de la Chine ou même de l'Inde. L'Inde qui est largement en tête en termes d'utilisation. Et puis en Allemagne, alors on a beaucoup parlé de l'exemple de la ville de Munich, qui au début a été un succès, et puis à un moment ça s'est arrêté tout d'un coup sans qu'on comprenne bien pourquoi. Si on creuse un peu, on comprend que Microsoft, à l'époque, n'a vraiment pas voulu que ça réussisse et a tout fait pour que le maire décide, avec peut-être des échanges un peu de bons services, de revenir à la situation antérieure. Mais il y a le Land de Schleswig-Holstein, c'est toujours un peu difficile à prononcer, qui a annoncé cette année et qui a lancé déjà depuis plusieurs années le passage de tous les fonctionnaires de cet État du nord de l'Allemagne sous Linux, avec un plan qu'on peut lire et qui est très détaillé et qui pourrait servir d'inspiration pour tout le monde. Là, pour l'instant, cette pétition, elle est lancée par un anonyme, oui. Qui a donné juste ses initiales, qui vient d'Autriche, dont on ne sait pas grand-chose. Peut-être qu'il y aurait une nécessité de se l'emparer, je ne sais pas, est-ce que justement au Conseil national du logiciel libre, vous envisagez de reprendre cette pétition ? Alors nous, on l'a mis sur la table au sein du Conseil logiciel libre de la DINUM, dont on fait partie. Donc la DINUM qui reste interministérielle du numérique. Voilà, qui reste un organe d'animation de la communauté du logiciel libre dans l'administration française. Donc c'est déjà un sujet. Après, on va le relayer au niveau européen. Donc au niveau du CNLL ou de l'APEL, on est partant pour aider et pour contribuer à cette initiative. On va suivre ça ensemble. Juste vraiment très rapidement, Ophélie, est-ce qu'aujourd'hui le contexte international géopolitique peut être favorable pour une décision de cette sorte en Europe ? Parce qu'on ne sait pas les voix européennes qu'on entend aujourd'hui au niveau de la Commission. Hein. Oui, bien sûr. En fait, ce serait vraiment le moment justement d'agir là-dessus, oui. Parce qu'on est dans un contexte certes géopolitique déjà tendu, qui ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. En Europe, on manque en fait d'arguments de négociation. Eh bien, une forme d'indépendance aussi numérique, bâtir cette indépendance numérique sur des secteurs socles, peut nous permettre en effet de faire aussi levier de négociation d'un point de vue géopolitique. Une position reprendre le haute. dessus d'une certaine manière. Oui. Et pour ça, il faut bâtir et il faut penser les choses à moyen long terme. Merci beaucoup Ophélie Coelho et Stéphane Fermigier de nous avoir éclairé sur cette pétition et peut-être demain ce projet qui se concrétisera. En tout cas, on va le suivre ici dans Smart Tech. On continue sur le logiciel libre tout de suite. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au logiciel libre dans le domaine militaire. Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Il y en a depuis l'origine de l'Internet, puisque le réseau ARPANET, c'est le premier réseau qui a mis en œuvre TCP/IP pour le ministère de la Défense américain. Et puis, par exemple, récemment, on a eu Stuxnet, un virus dont le code source a été publié sous forme de logiciel libre en 2011. Et en fait, il a été publié après une attaque sur des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium en Iran. Mais alors pourquoi publier d'ailleurs un virus militaire qui risque de détruire des infrastructures, avoir des conséquences sur la vie humaine? Et donc en fait, pourquoi faire proliférer un virus dangereux? C'est ma question. Voilà, parce que en fait, si on ne le fait pas proliférer, il y a des gens qui sauront le refabriquer ou savent que c'est possible de le refaire, donc on va le refaire et personne ne saura comment s'en protéger. Tandis que si on le fait proliférer, tout le monde va savoir comment ce virus attaque certaines machines et ça va donc apprendre à l'humanité à se protéger de ce type de virus. Et donc c'est la décision qui a été prise. Est-ce que le libre militaire est utilisé par exemple en Ukraine alors qu'on vient de dépasser les 1000 jours de conflit? Alors oui. Ouais. Quand ils ont eu besoin d'un battle management system, c'est ce qui sert à coordonner les troupes, les avions, les drones, bien visés au bon endroit depuis une tablette. En fait, ils ont construit leur propre logiciel qui s'appelle Cropiva et qui a permis de réduire considérablement le temps entre le moment où on trouve la cible et le moment où on la traite. Et j'ai aussi découvert, alors en Autriche, c'est quelque chose assez incroyable, c'est un BMS, donc le même genre de logiciel, complètement libre, qui peut servir à la fois aux armées ou aux pompiers pour lutter en cas d'incendie. Donc complètement libre, 100%. Oui, donc ça, moi ça me posait une question, est-ce que c'est bien ou pas de faire du logiciel libre militaire? Parce que est-ce qu'on va aider des gens à s'entretuer ou pas? Et là c'est complètement libre. Ce genre de logiciel d'habitude en France, c'est Atos qui vend ça avec SICS, ou Leonardo, ou Elbit en Israël. Donc généralement, ce sont des très gros logiciels, très chers, compliqués à intégrer, parce que les armées ont toutes des systèmes informatiques différents, des doctrines différentes, des standards différents. Donc un petit État, généralement, aura beaucoup de mal, en fait, à acheter ce type de logiciel à un prix raisonnable. Ça va mettre du temps. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec un logiciel de BMS libre, n'importe quel petit pays peut acheter quelque chose finalement plus innovant, moins lourd que les standards OTAN ou SGI ou ce genre de choses. Et donc on voit que finalement un petit pays va se retrouver un peu au même niveau qu'un grand pays en termes d'organisation de sa défense. Et est-ce qu'on sait qui est précisément derrière cette solution, ce logiciel, et s'il y a un modèle économique? Alors il y a Harry Wipperfürth, qui est un ancien du ministère de la Défense fédéral autrichien. Et ensuite le logiciel est en licence AGPL, ça veut dire que théoriquement l'ennemi qui s'y connecterait pourrait télécharger les extensions secrètes. Donc bien entendu, on va prendre une autre licence pour garder secrètes les extensions. Et donc ça crée un bon modèle économique. Des sources de revenus, ok. Est-ce qu'il existe-t-il aussi du matériel militaire libre? Alors c'est quelque chose qui, dans le sens de l'histoire, ça fait à peu près 10 ans que l'Agence de défense européenne cherche à mettre en commun les achats militaires en Europe pour éviter que tout le monde aille acheter en gros aux États-Unis son truc dans son coin. Donc on essaye de faire une DGA européenne qui fait des achats communs. Et le 14 novembre, pour la première fois, 300 millions ont été mis sur la table pour acheter en commun des missiles, des munitions et des véhicules. Donc c'est le sens de l'histoire, mais souvent dans les programmes européens, ce qui se passe, c'est que les industries nationales ne veulent pas en fait céder une partie de leur propriété intellectuelle à une autre, donc les projets ont tendance à échouer dans des discussions interminables. Et donc l'idée, c'est que certains composants en fait dans un système de défense, on peut dire des sous-systèmes comme par exemple la communication 5G ou le serveur de Edge, ou par exemple un mât télescopique, un autopilote de drone, tout ça, c'est très générique. Et ça peut être disponible sous forme de matériel libre conçu en commun, mais ensuite potentiellement produit localement par les industries nationales, avec lesquelles on ne rentrera pas en conflit. Et en plus, en allant dans cette voie de mettre en commun du matériel libre conçu en commun, on favorise aussi l'interopérabilité entre les armées. Très bien. Donc finalement, Jean-Paul, vous militez pour le logiciel et le matériel libre dans le militaire. Voilà, par la force des choses. Ok, merci beaucoup pour ces découvertes. Jean-Paul Smech, je rappelle que vous êtes le PDG de Rapid Space. Et merci à tous de nous avoir suivis. On a beaucoup parlé open source aujourd'hui dans Smart Tech. On a aussi parlé télécom. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.